Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech Éthique. Alors j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Geneviève Boucher, qui est futurologue. Alors je vais lui laisser présenter ce qu'est la futurologie, et notamment en futurologie appliquée évidemment au numérique, ce qui nous intéresse en premier chef. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai rencontré Geneviève lundi dernier, il y a 2 jours de cela, hein, par rapport à la date d'enregistrement, lorsque David Fayon a réuni le premier Qui est qui du numérique à Paris dans les locaux de la Poste, pour lancer voilà, le premier annuaire du numérique français qui sera amené évidemment à évoluer. Et donc, Geneviève était une des participantes et une des co-animatrices de cet événement de lancement. Et elle nous a fait un petit peu travailler sur justement le numérique à 30 ans pour essayer de nous faire parler en atelier sur l'impact que le numérique pouvait avoir sur la société au sens large du terme. Et elle nous avait laissé carte blanche pour essayer de choisir un angle de traitement qui nous semblait intéressant. Et du coup, j'ai pensé que c'était vraiment intéressant de recevoir Geneviève aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son métier, qu'elle nous parle un petit peu de sa vision du numérique justement il y a 30 ans. Et pour ce faire, je pense qu'il va être nécessaire pour qu'elle fasse un petit retour en arrière et qu'elle nous explique sur quoi l'avenir va se bâtir. Donc Geneviève, bienvenue, enchanté de vous recevoir. Donc peut-être futurologue, c'est un métier moi que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, vous présenter et dire 2 mots de ce que vous faites? Je m'appelle Geneviève Boucher, effectivement, et j'ai trois formations dans mon portefeuille. Ingénieur système télécom, économiste à Dauphine, et D'accord. une spécialisation dans les fonctions de commissaire au plan, dans lequel il y avait une discipline qui s'appelle la futurologie cybernéticienne. Et D'accord. j'ai fait ma carrière dans les télécoms et dans l'informatique. Et en fin de carrière, je me recentre sur cette activité de futurologue parce que l'époque que nous abordons, c'est une époque où tout s'accélère. Et quand on conduit vite, il faut regarder loin. Hein. Quand vous êtes Bien sur sûr. l'autoroute, vous ne conduisez pas en regardant ce qui se passe au bout du capot. Par contre, Absolument. quand vous êtes dans une rue où il y a du monde, vous roulez très lentement, il faut regarder ce qu'il y a au bout du capot. Voilà. Absolument. Alors, la futurologie cybernéticienne, c'est une discipline donc qui propose des méthodes de travail pour aborder l'horizon lointain, c'est-à-dire 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans, c'est-à-dire que D'accord. devient le monde quand ceux qui tiennent les manettes les passent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs petits-enfants, etc. Donc notre unité de réflexion, c'est la génération. Hein, D'accord. parce que les mécanismes de prise de décision des hommes sont des mécanismes assez complexes, mais il y a un qui nous intéresse particulièrement, c'est les référentiels sur lesquels on prend des décisions. Nous prenons des D'accord. décisions avec deux référentiels, le passé immédiat et le passé profond. Le passé immédiat, c'est celui qu'on acquiert nous-mêmes de par notre vie, de par ce qu'on fait, de les gens qu'on rencontre, les problèmes auxquels on est confronté, etc. Ça nous permet de façonner notre passé immédiat. D'accord. Et le passé profond, c'est celui que nous avons hérité de notre lignée et il a la mémoire de toute notre lignée. D'accord. Et dans nos prises de décision, alors on n'a aucun arbitrage sur le passé profond, par contre le passé immédiat, on a de l'arbitrage. Mais le passé profond, c'est celui qui a le plus de poids dans nos prises de décision. D'accord. Je Voilà. comprends. Au passage, c'est à travers les relations entre les petits-enfants et les grands-parents que l'enfant acquiert une certaine maîtrise de son passé profond, d'où l'importance des relations, des relations
privilégié que doivent avoir les enfants avec les grands-parents avec leurs petits-enfants. C'est une fonction qui s'appelle la révélation d'ADN et qui est très importante. Un enfant peut grandir sans avoir jamais connu ses grands-parents, mais il aura beaucoup plus de mal à se repérer dans la vie parce qu'il ne sait pas d'où il vient. D'accord. Vous avez dit la révélation de ADN, ADN, ADN. D'accord. voilà, Révélation d'ADN. D'accord. Ok. acide désoxyribonucléaire. D'accord. D'accord. Ouais. Bon, voilà. Alors, donc, en futurologie, on part du principe que le vivant est très rationnel, beaucoup plus rationnel qu'on pourrait le croire. Et donc, si on comprend les mécanismes d'évolution du vivant, et si on admet que l'homme, qui est le dernier des mammifères apparus sur Terre, et les mammifères sont les représentations du vivant les plus évoluées, euh, on doit pouvoir essayer de comprendre la rationalité à long terme. C'est d'ailleurs ça qui fait que les futurologues se trompent beaucoup moins que les prospectivistes. Parce D'accord. que les futurologues, pour travailler, ils s'appuient sur l'état des connaissances dans un certain nombre de domaines qui sont essentiels aux vivants, c'est-à-dire la géologie, la climatologie, évidemment l'anthropologie, mais également la géopolitique, etc., etc. Et puis une veille permanente sur l'évolution des technologies et de la géopolitique et au sein de la géopolitique, il y a un espace un peu plus important qui est l'économie, hein, bien comprendre les D'accord. mécanismes économiques. Donc la futurologie, c'est la science qui permet d'essayer de comprendre les processus de décision qui vont faire que vraisemblablement, on va y aller, pas forcément en ligne droite, d'ailleurs on va jamais en ligne droite, on va toujours d'un point à un autre dans des déplacements un peu browniens, mais au bout D'accord. du bout, on voit, voilà, globalement, le vivant a une trajectoire qui va du minéral au spirituel. Donc la route est longue, hein, voilà. Ouais. Et nous, on est sur le chemin. D'accord. Voilà. Donc, grosso modo, le vivant, il évolue toujours dans le même sens. Il essaye de faire mieux avec moi. Toujours. Il veut toujours faire mieux avec Hmm. moi. Alors, pour faire mieux, il se permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Hein. Les alchimistes, quand on regarde les écrits qu'ils nous ont laissés, ils ont vraiment fait tout et n'importe quoi. Mais à la fin, on a réussi à dégager des infos qui nous ont été précieuses pour faire évoluer la métallurgie et la chimie. Mhm. Voilà. Hein. Bon, nous, on est en train de quitter l'ère industrielle. Pendant l'ère industrielle, on a fait tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la planète, elle crie au A pris secours. cher, ouais. Elle paye cher. Voilà. Ouais, effectivement. Mais quand je vois les gens qui disent COP 21, 22, 23, 28, Hmm. et puis il va y avoir, ça va continuer, euh, c'est pas la peine de dire aux gens, ils vont le faire archi naturellement. Et d'ailleurs, nos générations montantes en Europe le font tout seuls. Alors, on n'a pas besoin de leur faire le catéchisme. Voilà. Parce que c'est dans le sens de l'évolution. De l'évolution, Alors, pour ouais. la petite histoire, la futurologie, ça a été une discipline euh, qui est née dans les années 30, D'accord. où il y a commencé à y avoir une certaine effervescence scientifique, hein, où on commençait à voir justement ben, cette histoire d'ADN, la physique quantique, enfin, on commençait à Ouais. voir que la science avait des tas de choses très intéressantes à nous dire et que l'astrologie, bon, ben, elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire, parce que l'astrologie, c'est pas que des folies. Les astres ont une influence sur le vivant. Bien sûr. Les marées, la menstruation des femmes, c'est le truc le plus visible, mais il y a plus que ça. Mais prévoir le futur,
avec les astres à l'ère industrielle où les choses vont infiniment plus vite que le rythme de l'agriculture. Bon, ben, il fallait bien commencer à essayer de faire autrement. Donc cette discipline, elle démarre dans les années 30 et la France défendait bien son beefsteak sur ces questions-là. Et puis il y a eu la Première Guerre mondiale et puis après la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait un espèce de serment euh, selon lequel ils allaient conquérir le monde, mais pas avec des armes, avec le commerce, Hmm. la finance et le Un, commerce. un petit Voilà. peu à l'instar de ce qui se passait les siècles précédents avec les Anglais, avec leur Voilà, oui, empire. oui, Ouais, tout à fait, exactement. tout à fait, tout à fait. Ben, Hmm. c'est les Hollandais qui tirent les premiers, hein. Oui, C'est les exact. Hollandais qui vraiment jettent les bases d'une marine marchande très puissante. Hmm. La City et les mécanismes et perfectionne énormément les mécanismes de financement. Hmm. La City tord le cou aux Hollandais et reprend tout le savoir-faire. Et les Américains, enfin, la City fabrique le nouveau monde parce que l'ère industrielle arrivait à une certaine un espèce de point de blocage d'évolution parce que les premières usines, c'était épouvantable. Hein. On a esclavagé les gens, on polluait tout partout, sans se poser la moindre question. Bien Et sûr. sur le plan social, le truc le plus monstrueux que je cite souvent en exemple, c'est qu'il y a eu des tribunaux qui ont condamné des travailleurs pour s'être fait couper la main par une presse et donc avaient fait perdre de l'argent à leur patron puisqu'ils produisaient plus. Ils avaient le savoir-faire, mais ils pouvaient plus produire parce qu'ils s'étaient fait écraser les mains. Et Incroyable. donc, c'est le travailleur qui est condamné. Hmm. Et le but du jeu, c'était de veiller à ce que les travailleurs soient très attentifs à leur personne et au matériel. D'ailleurs, c'était pas dit comme ça, c'était respecter le matériel. Et si vous vous blessez, c'est de votre faute. Voilà. Voilà. Donc, les Ouïghours, c'est encore pire encore parce qu'il y a Ouais, l'humiliation avec. Mais nous, on n'a pas été des anges. Hein. c'est Voilà. clair, c'est clair. Et donc, la City disait, aujourd'hui, si on reconstruisait des usines, on les reconstruirait plus du tout pareil. Et Hmm. donc, un peu comme l'ardoise magique, on ne pouvait pas effacer des usines et les reconstruire. Donc, ils ont suscité la création du Nouveau Monde. Hein. Hmm. Voilà. Et D'accord, le Nouveau Monde, c'est les États-Unis. Et d'accord, donc, d'accord. les États-Unis ont dit, bon, une guerre au XXe siècle, c'est une absurdité. Et d'ailleurs, on le voit avec la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza et puis d'autres guerres. On se dit, mais les hommes sont fous. Ils se battent pour récupérer un territoire qui est en miettes. Il va falloir 30 ans pour remettre de l'ordre et récupérer une population totalement traumatisée. Il va falloir entre 4 et 5 générations pour qu'elle reprenne ses esprits. Hmm. À quoi ça sert de se battre pour récupérer un truc dans un état pareil? Donc les États-Unis, ils avaient bien compris. Donc à la fin de la dernière guerre mondiale, les États-Unis avaient dit, nous, on va conquérir le monde par le commerce. Et IBM a dit, je vais être le IBM, hein, les Ouais, ordinateurs IBM, hein, d'accord. et je vais être le héros de cette promesse. Et donc, le Patagone a énormément soutenu IBM hein, et a imposé IBM, entre autres, aux grandes entreprises françaises et aux grandes administrations françaises. Mais de son côté, De Gaulle avait dit, euh, à la fin de la dernière guerre mondiale, il avait dit, bon, pour redresser la France, il y a deux sujets sur lesquels il ne faut pas se louper. Ça va être le nucléaire et il avait fait créer ce mot qui est informatique. Aujourd'hui, on dit numérique. Donc, il avait dit, il ne faut pas se louper sur l'informatique.
Et il avait dit, le nucléaire, on va faire des groupes de travail séparés pour se protéger. Il y aura le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Et pour ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique, il y aura le numérique civil et le numérique militaire. Et moi, j'ai eu en charge de jeter les bases de l'industrie du numérique grand public euh, au début des années 80. Et D'accord. très rapidement, les Américains nous ont interdit de poursuivre nos travaux. Donc, la moitié de mes équipes sont parties aux États-Unis et la totalité de mes archives, ce qui fait Ils vous toujours ont interdit de poursuivre des un travaux. peu Ah bizarre, ouais. n'est-ce pas? Hein, au motif qu'il y avait des accords secrets qui vont être déclassés en 2027, donc prochainement, hein, qui expliquent que la France s'interdit de développer justement cette industrie. Mais du coup, j'ai pu suivre un peu ce que préparaient les Américains. Et effectivement, ce que j'ai tout de suite compris, hein, c'est que ils ont donc fabriqué les GAFAM. Et je, je rappelle, parce que les gens n'ont pas l'air de le savoir, mais les GAFAM, ils ont été fabriqués avec des souches logicielles françaises. En particulier, Google, la souche logicielle de Google, c'est le moteur du Minitel et ainsi de suite. Voilà. Bon. D'accord. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, j'ai vu ce qu'ils en ont fait. Hein, et ils en ont fait une arme d'un genre complètement nouveau, qui est une arme d'influence massive. D'accord. Bon, Voilà. il faut pas qu'elle se transforme en arme de destruction massive. C'est une arme. Ouais, Une arme, c'est fait pour faire peur et donc orienter. bien sûr. Bien Hein, sûr. voilà. Bien Donc sûr. l'arme, elle n'est pas forcément faite pour tuer, hein, mais elle est faite pour canaliser et faire rentrer dans le couloir où on a envie que les gens rentrent, etc. D'ailleurs, D'accord. j'utilise le mot couloir tout à fait à dessein, puisque le travail des GAFAM, c'est de fabriquer des couloirs d'influence qui ont pour finalité de faire en sorte que le public uniformise ses modes de pensée. D'accord. Et Quand donc, on voit la reprise de Twitter X par Elon Musk, je pense que ça illustre tout à fait votre propos là. C'est c'est assez assez patent, voire assez effrayant d'ailleurs, hein, parce que effrayant, effrayant. ouais. Oui. Mm. Mais la réplique chinoise, parce que du coup, Twitter, parce que euh, euh, pour développer tout ça, les Américains ont énormément travaillé, les grandes universités américaines ont énormément travaillé tous les mécanismes d'influence. Mhm. Hein. Voilà, donc ils les ont travaillés pour faire fonctionner le marketing, pour faire fonctionner Hollywood et pour façonner le numérique. D'accord. Donc, dès qu'on se connecte, on est sous influence. Voilà. Donc, il faut être assez autonome intellectuellement, psychiquement, pour bien cadrer tout ça. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, quand on me dit le numérique à 30 ans, je dis, est-ce que les Américains ont bien joué ou est-ce que leur pari va avoir une fin? Alors, on connaît déjà pratiquement la réponse, hein, puisque la Chine, elle a poursuivi son histoire. Parce que je reviens un tout petit peu, avant de passer à la Chine, je reviens très rapidement sur le lien, donc les Hollandais, la City, Mhm. et puis après Wall Street. Hein. Mhm. Donc Wall Street, il y a des fortes personnalités et qui font en sorte que l'Amérique se dote des mécanismes monétaires et des mécanismes soi-disant démocratiques qui développent l'ère industrielle Mhm. et qui exportent qui exportent tous les produits. Et eux, ils misent sur la mer. Hein, parce que la Mhm. Chine, elle va, avec ses routes de la soie, elle va miser sur la terre. Ouais. Elle va faire autrement. Ouais. Donc, les États-Unis, eux, leur idée,
c'est de dire, je vais développer un consortium de grandes entreprises qui vont offrir aux États des outils supranationaux qui leur permettront de se concentrer sur les nids de poules sur les trottoirs, la couleur des toilettes dans les écoles et deux, trois autres trucs comme ça, parce que sinon je vais m'occuper de tout. Hein. Donc, je vais m'occuper des résolutions de litiges, je vais m'occuper de... voilà. Mais je vais le faire via le numérique. Donc, je veux Je pilote tout cela par le numérique. voilà. Hein, et la croyance qui est faite, c'est celle qui a été à l'origine de la création de la Banque de France sous Napoléon III. Hein, c'est messieurs les dirigeants démocratiques ou pas démocratiques d'ailleurs, toutes ces histoires de monnaie, d'export, de machin, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, ça va se faire avec beaucoup de technologie. Donc, laissez faire les entreprises spécialisées là-dedans. Nous, on est au top et on va faire ça. Par contre, les chers dirigeants de l'État français, de l'État allemand, de l'État je sais pas quoi, ce que vous pouvez faire, et on apprécie beaucoup, hein, c'est faire émerger des talents, des startups, et si elles bossent bien, on les absorbe. Oui, Donc, c'est un petit peu ça qu'on constate, votre hein, fierté, c'est effectivement. Ouais, 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 d'avoir contribué à ouais. tel zigouigoui sur une telle partie des GAFAM. Hmm. Voilà. Vous parliez tout à l'heure dans votre exposé de la genèse un petit peu de votre métier et notamment par rapport à la France. Vous parliez de souveraineté, enfin vous n'avez pas utilisé le mot d'ailleurs, mais souveraineté militaire et souveraineté effectivement numérique ou informatique à l'époque. C'est quand même un sujet aujourd'hui qui nous préoccupe tous, toutes et tous. Et vous Alors, évoquiez. justement, c'est ça qui est intéressant, c'est Ouais. pourquoi ça nous préoccupe? Parce qu'au fond, le projet américain, il est pas idiot. On Hmm, a tous besoin de chaussettes, de cachets d'aspirine, de billets hmm. d'avion. Ah Il oui, mais propose ça, c'est de un projet s'occuper de tout. d'asservissement, quoi, indirect, hein. Voilà, Ouais. voilà, bah, eh bien, on sent au fond de nous-mêmes que c'est pas possible. Et Hmm. d'ailleurs, c'est en train de devenir pas possible. Et Ouais, je vais que essayer la de raconter. cordelette autour de notre cou se resserre un petit peu trop. On manque un Alors, petit peu d'oxygène. Ouais. voilà, on peut le dire comme ça, mais on peut donner une autre explication qui est beaucoup plus puissante et qui montre que leur idée, ben, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne parce qu'elle est contre nature. Ah, Parce que le vivant, tout à l'heure je disais, il va du minéral au spirituel, absolument. mais le minéral, moi en ce moment je suis en baie de Somme, hein, c'est magnifique, il y a énormément de vent, mais c'est très beau, les paysages sont magnifiques, il y a des vallons, des machins, des trucs, Hmm. et les gens qui vivent là, ils vivent dans un certain environnement qui leur donne une certaine vision du monde. Euh, Absolument. j'ai été amenée à aller aux États-Unis, notamment en Arkansas. Euh, il y a aussi des forêts, il y a des plaines, il y a des machins. Eh bien, quand j'étais dans ce décor-là, je voyais le monde autrement. Et Oui. c'est normal. Si vous me permettez, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. L'environnement façonne la façon, enfin, façonne notre vision du monde et façonne notre être intérieur profond. Oui, oui, Et là, oui. effectivement, on rejoint la spiritualité que vous évoquez. Voilà. Hein. Et donc, on s'aperçoit dans les détails que bah, ce qui est bon ici n'est pas forcément bon là-bas. Par exemple, les GAFAM sont grosso modo de droit californien. Alors, Ouais. on pourrait dire, bon, oui, bon, pour acheter des chaussettes, on ne Hmm. voit pas trop le truc. Eh bien, non. Au bout du bout, on voit que, ben non, on n'est pas des Californiens, on n'a pas l'histoire des Californiens, euh, on n'a ni le passé ni l'avenir.
et ni le support minéralogique qui va avec. Ouais. Et ben, ça coince à certains endroits. Alors, Ouais. je reviens sur la Chine parce que la Chine, elle se voit pas du tout en train de fabriquer des boîtes supranationales qui vont diriger le monde. Hein. C'est pas du tout leur idée. Leur idée, c'est que ils sont l'empire du milieu, voilà. Et Ouais. à ce titre, ils se réservent le droit d'aspirer l'énergie du vivant présent sur la planète au gré de leurs besoins. Donc, ils ne sont pas en train d'essayer de transformer l'intégralité de la planète en chinois. Hein, voilà. Hmm. Ils se voient l'empire du milieu, qui est quelque chose d'assez proche de ce que faisaient les Romains. Souvent, quand on dit les Romains, on croit que tous les gens qui vivaient sur le territoire de l'Empire romain étaient des Romains. Non, non. Avoir la nationalité romain, un romain c'était un romain de Rome, c'était un privilège et les Romains aspiraient quand même l'énergie autour d'eux. Mais ils avaient Hmm. une façon de le faire qui était très différente des Chinois. Hmm. Hein. Les Chinois, vraiment, ils sont beaucoup plus dans la logique d'absorber l'énergie. Et donc, ils veulent euh, euh, transformer. Enfin, ils considèrent par exemple que nous, Européens, nous faisons partie du continent eurasien et donc nous sommes sur leur terre. D'accord. Ouais, j'avais pas cette vision-là.